Béatrice Déon est la directrice communication de la ville de Neuilly. Je n'ai pas besoin de vous présenter cette magnifique ville qu'est Neuilly à quelques encablures de Paris 17e, mais vous imaginez bien que pour une ville qui a autant de notoriété, il fallait une véritable DIRCOM badass. Eh bien cela tombe à pic, car dans ce 4e épisode, vous allez faire connaissance avec une femme née dans l'Aube, ayant une culture musicale qui ferait frémir n'importe quel journaliste d'un périodique de rock'n'roll, une femme loyale, une mentor, bref une formidable DIRCOM, qui, vous l'entendrez, est d'une très très grande humilité. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et aujourd'hui dans mon intro je n'en dirai pas plus. Je vous laisse écouter Béatrice Déon, directrice de la communication de Neuilly-sur-Seine. Très très bonne écoute à vous toutes et tous. Dernier point, et pas des moindres. Sachez que Béatrice recrute dans son équipe un ou une chargée de communication digitale. Je mets évidemment dans la description du podcast la fameuse annonce pour que vous puissiez toutes et tous y répondre. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Béatrice. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Ça va bien, plutôt bien ce matin. Tu es la directrice de la communication de la ville de Neuilly-sur-Seine. Ceux qui ne connaissent pas Neuilly, eh bien il faut sortir de votre grotte. Je te remercie de m'avoir accueilli aussi chaleureusement parce que j'ai fait le tour de tes bureaux et de ton équipe et ce sont des gens absolument charmants. Donc je tiens à te remercier très chaleureusement. Merci d'être venu faire notre connaissance. Effectivement, j'ai une très bonne équipe. On est bien d'accord. Alors Béatrice, je viens de le dire, tu es la DIRCOM de la ville de Neuilly. Tout le monde connaît Neuilly. Ça fait à peu près 1 an et demi que tu es à ce poste, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter parce que tu as un parcours incroyable, une autre ville qui m'est chère, qui est Saint-Maur, où tu as officié pendant de très nombreuses années, pendant 7-8 ans, si je ne dis pas de bêtises. Pendant 7 ans, plus de 7 ans, oui. Voilà, en tant que directrice de la communication. Tu es une femme de l'Aube. Tu as une passion musicale extrêmement large. Donc, vous l'avez bien compris, nous sommes dans la série Badass, parce que vous allez le comprendre, Béatrice est totalement badass. Mais allez, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît, à nos auditrices et auditeurs, Béatrice ? Écoutez, je suis née dans l'Aube en Champagne, donc effectivement, Troyes est ma ville natale. Et c'est un endroit que je garde vraiment dans mon cœur, même si je l'ai quitté il y a longtemps et que je suis partie un peu par Mont et par Vaux. Donc j'y ai aussi travaillé, j'y ai aussi été élue dans une autre vie aux côtés de François Barouin. Un parcours ensuite qui m'a emmenée en Île-de-France, où j'ai travaillé dans le Val-de-Marne pour la première fois aux côtés d'une femme donc qui est Marie-Carole Stintu, qui est maire de Sucy-en-Brie. Ensuite, je suis repartie travailler à Troyes, mais cette fois-ci sur des missions un peu différentes, qui étaient des missions plutôt liées à la direction de la culture au sein de la métropole de Troyes, Champagne-Ardenne. Et ensuite, je suis repartie en Île-de-France, travailler là pour Sylvain Berrios, donc toujours dans le Val-de-Marne, à Saint-Maur-des-Fossés, et depuis un peu plus d'1 an maintenant, à Neuilly-sur-Seine. Alors, sachez-le, chers auditrices et auditeurs, j'ai vécu à Neuilly il y a fort longtemps et ma fille habite Saint-Maur-des-Fossés, donc une femme comme toi. Je ne pouvais évidemment que l'inviter et merci encore parce que on va juste parler un instant de Saint-Maur parce qu'on va parler évidemment du présent et du futur à Neuilly. Mais la communication de la ville de Saint-Maur, très honnêtement, moi je la voyais sans savoir que tu y étais. Je voyais des choses que je trouvais très intéressantes. Quand vous étiez en affichage en MUPI, donc en sucette de co, je me disais mais pour une fois c'est pas une communication à 2 balles. Donc je te dis bravo Béatrice. Merci beaucoup. J'ai eu la chance à Saint-Maur-des-Fossés d'avoir quelque chose qui se présente pas systématiquement dans la carrière quand on prend un poste. C'est que j'ai eu à former une équipe en totalité. Donc, quand je prends mon poste en 2015, à la fin de l'année 2015, en fait, toute la direction de la communication est à remonter. Donc, il faut en fait recruter sur tous les métiers de la communication. Pardonne-moi un instant. Alors, tu viens de Sucy ou tu es passé par Sucy, pardon. Je suis passée par Sucy où j'ai aussi monté une équipe en fait à Sucy. Donc, est-ce qu'on appelle Béatrice pour monter une équipe ou remonter une équipe ? Est-ce que tu es, pardonne-moi l'image par avant, est-ce que tu es une sorte de Bernard Tapie de la com ? En ce sens que ce côté entrepreneurial, je remonte une équipe et je l'ai vu
J'ai vu la manageuse que tu étais, puisque je l'ai dit en introduction, tu m'as fait faire le tour des bureaux et il y avait beaucoup de respect de ta part. Il y avait beaucoup de respect de la part de ton équipe. Et il y avait, je l'ai senti, une vraie fierté à bosser avec toi. Est-ce qu'on t'appelle comme un peu la femme un peu idoine, la femme de la situation? Allez, je monte ou je remonte le service com parce que c'est absolument essentiel dans une ville, on est bien d'accord. C'est essentiel. Il fallait monter les équipes parce que derrière, il fallait que les supports qui sont utilisés pour la communication tournent et tournent bien. Et on était en plus à cette époque-là aussi au tournant du digital, donc il fallait pas se louper sur la constitution d'une partie d'équipe dédiée au digital. C'était passionnant et en fait, tu évoques la période Saint-Maur parce que tu as vu les affiches dans le mobilier urbain. Il y a eu, c'est vrai, une aventure extraordinaire que je n'aurais pas pu du tout réussir si j'avais pas eu, la confiance du maire de Saint-Maur-des-Fossés et si j'avais pas eu une équipe qui a adhéré complètement au projet de direction et qui m'a suivi les yeux fermés. Et pendant 7 ans, ça a été une aventure extraordinaire. Extraordinaire. Quand tu arrives à Saint-Maur, tu connais ta feuille de route. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, waouh, c'est une chance inouïe, c'est absolument génial, surtout que Saint-Maur, c'est une ville qui est assez cossue, c'est une très belle ville. Ou est-ce que tu te dis à l'inverse, j'ai un petit peu peur, je sais pas trop ce que je vais faire. Comment tu as pris ça? Parce que pour moi, c'est un véritable défi, un véritable challenge, pour parler en anglais. Les deux, mon capitaine. J'ai eu la chance d'être recrutée par une directrice de cabinet qui m'a fait immédiatement confiance et qui m'a donné, avec le maire, une feuille de route qui était très claire. Donc, quand vous avez en fait une feuille de route très claire et la confiance, gérer le reste, constituer l'équipe et faire partager le projet, pour moi, ça me paraissait pas le plus compliqué. Mais il fallait que je sente le terrain, il fallait que je rentre dans l'ADN de la ville de Saint-Maur. Donc, j'ai écouté beaucoup le maire quand il rencontrait la population. Je suis allée beaucoup sur le terrain. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah voilà, on va y aller. Et ça a été une aventure que je le redis, que j'aurais pas pu accomplir si je n'avais pas eu, la confiance du maire, une feuille de route très claire, et 3, une équipe extraordinaire qui a retroussé les manches. Lors de tes premiers jours, et c'est tout à fait valable évidemment pour Neuilly, ton poste actuel, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit que tu as écouté le maire. Ça, c'est tout à fait normal lorsqu'il rencontrait des administrés ou des citoyens. Mais tu m'as dit, je suis allé sur le terrain. Tu as fait la même chose à Neuilly, je suppose? Oui, quand j'ai su que j'avais été recrutée, en fait, le temps de prendre mon poste, en fait, dans les semaines qui ont précédé, j'ai fait ce que j'appelle mes carnets d'exploration, en fait. Je fais ça à chaque fois que je prends un poste. C'est-à-dire que je mets des baskets et j'arpente la ville en long, en large, à pied. Je rentre, je crois que j'ai dû boire un café dans à peu près tous les cafés de la ville. Je laisse mes oreilles ouvertes et j'ai un carnet, alors maintenant la fonction note dans mon iPhone, et je note ce que j'entends, je note ce que je vois, j'observe. Et en fait, c'est ma première base de travail pour découvrir et sentir les choses. Je trouve que c'est pas mal de faire ça parce qu'en plus, quand on arrive comme ça, personne ne nous connaît. Alors moi, j'aime bien rester dans l'ombre. Je suis très heureuse. Personne ne me connaît, personne ne sait qui je suis. Et ça, pour moi, c'est un point fort parce que en fait, on peut passer partout et observer sans que le rapport soit pollué par le fait c'est la DIRCOM, donc on va en profiter. Non, je trouve que c'est mieux comme ça. Alors, je trouve ça fondamental ce que tu viens de dire. La question peut se poser, sommes-nous des femmes ou des hommes de l'ombre dans la communication? Il y a les deux parties qui disent il faut se montrer aujourd'hui, l'heure des réseaux sociaux, et puis d'autres parties qui vont te dire non, surtout pas. J'ai envie de dire que chacun fait comme il l'entend. Mais ce que je trouve génial dans ce que tu viens de nous dire, et que nos auditrices et auditeurs, les plus jeunes ou d'ailleurs les moins jeunes comprennent bien, c'est que quand on va prendre la direction de la communication d'une ville, qui plus est comme Neuilly, qui est une marque, on va dire les choses clairement, toutes les villes sont des marques, mais Neuilly, je pense que c'est une marque de luxe. Le fait que tu te sois faite petite fourmi qui va boire un coup dans un café, qui laisse traîner ses oreilles entre guillemets sans pour autant faire l'oreille de Moscou ni l'oreille de Monsieur Fromentin, Monsieur le maire. Mais ce que je trouve sensationnel, c'est que tu sois une femme de terrain. D'où ça te vient
C'est tes origines, femme de l'aube, qui peut mettre aussi bien des escarpins que, allez, je caricature des bottes en caoutchouc. D'où ça devient ça, Béatrice? Ben en fait, je crois qu'au départ, j'aime profondément les gens et j'aime découvrir les gens. Je suis, je toujours à observer dans la rue, dans les commerces ou dans les restaurants autour de moi. J'observe beaucoup les gens, la manière dont ils se comportent, dont ils se parlent entre eux, la manière dont ils regardent les choses, enfin. Et j'aime beaucoup écouter. Et oui, j'aime profondément les gens et je trouve que pour faire nos métiers, la première qualité, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on peut parler, raconter une histoire? Alors là, je le prends par la fin. Parler, raconter une histoire, communiquer, monter une stratégie, identifier sa cible, savoir à quel EDL, éléments de langage, pardon, à quelle sémantique, à quel champ lexical ils vont être sensibles si on ne les connaît pas. Donc, si on n'apprend pas à connaître son public. Et apprendre à connaître sa cible, ben c'est aller sur le terrain. Enfin, on ne peut parler aux habitants d'une ville que si on les connaît, si on les a observés, si on les a rencontrés. J'ai l'impression de dire une très grande lapalissade en disant ça parce que ça me paraît tellement évident. Ça me paraît évident pour moi aussi. Et je ne pense pas malheureusement que ce soit une si grande lapalissade comme tu le dis très humblement. En ce sens que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de DIRCOM qui n'osent pas nécessairement sortir de leur tour d'ivoire, de leur petit précaré ou de leur bureau tout simplement. Je trouve ça dommage qu'on soit dans une ville, qu'on soit dans le public ou dans le privé, peu importe. Je pense qu'il faut connaître les gens. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu ne peux pas t'adresser à des gens que tu ne connais pas. Ou sinon tu vas sortir des lieux communs ou des lapalissades à 2 balles qui n'ont aucun intérêt. Exactement. Et dans nos métiers, on a quand même une grande part de l'activité qui repose sur la communication autour de l'événementiel. Comment est-ce que tu peux parler aux gens d'un forum des sports, d'une journée des associations, d'une fête de quartier, si tu n'y vas pas et si tu ne t'immerges pas dans l'ambiance? Ça me paraît très compliqué. Donc pour moi, le DIRCOM, oui, il va prendre le crayon et il va écrire un article pour le magazine municipal sur la défense du plan local d'urbanisme de sa ville, mais il va aussi prendre son iPhone et aller sur le forum des sports et faire des photos parce que avec ça, il va s'immerger et il va comprendre le public auquel il doit s'adresser. Donc, enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui me dit « Oh non, moi, je ne vais pas sur le terrain, je fais pas de photos parce que ça, il faut le laisser au community manager, il faut le laisser au photographe. » Non, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Alors, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup et j'ai mes propres méthodes. Hein, quand je vais sur un événement, quel qu'il soit, que ce soit une réunion d'information sur un plan de requalification de voirie, sur la présentation de la construction d'un nouveau bâtiment communal, que ce soit sur un grand festival organisé par la ville, j'ai toujours ma fonction note et mes photos. Et je note le public présent, je prends les éléments de langage qui sont tenus par les élus, je prends les photos clés. Et grâce à ça, plus tard, quand je vais devoir mettre sur le métier le chantier de communication, on a gagné déjà un temps fou parce qu'on sait ce qu'il faut raconter sur le projet. Le terrain, oui. Pour moi, c'est essentiel. Rester dans mon bureau et être sans arrêt dans une espèce de réflexion obscure qui finalement te connecte pas avec la vie quotidienne de la ville pour laquelle tu travailles, mais je trouverais ça totalement rébarbatif et ennuyeux. C'est pas dans mon caractère. Et peut-être que si je suis aussi une grande affective, donc j'adore mon métier, j'y mets aussi de mon cœur, de mes tripes, oui. Alors je tiens à vous le dire, vous n'avez pas évidemment l'image, mais ça se sent. Lorsque Béatrice en parle, elle a sa cheville au corps. Et tu es la 2e personne à peine, en plus de 200 épisodes du podcast, à me dire que tu aimes profondément les gens. La première personne, c'était justement à la soirée où on a failli se rencontrer le Lab, le 14 juin dernier, soirée organisée par Franck Confino autour de la com publique. La première, c'était Caroline Grand de l'université de La Rochelle. Donc, félicitations. Très belle référence. Et merci pour elle parce qu'elle a été absolument incroyable et elle a totalement improvisé. Donc, je dis encore une fois bravo Caroline, si tu nous entends et si à La Rochelle on nous entend, eh bien, j'espère que cet épisode avec Béatrice te plaira. Est-ce que tu peux nous raconter, même si la question est difficile et presque limite stupide, ton quotidien de DIRCOM à la ville de Neuilly depuis, près d'1 an et demi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie au quotidien? Parce qu'il doit y en avoir des choses à gérer. Il y a un très grand tableau dans une des pièces de ton bureau où tu as écrit un événement, enfin tout ce qu'il faut faire pour un événement qui a lieu en octobre. Comment ça se passe? C'est quoi ton quotidien de DIRCOM de cette si belle ville qu'est Neuilly?
En fait, le temps de travail il commence déjà dans les transports parce que j'ai presque 50 minutes de transport pour arriver à mon bureau à Neuilly. Donc, évidemment, je fais comme toutes les personnes en Île-de-France, je commence à travailler dans les transports, je traite mes mails, je regarde les mails qu'on m'a envoyés. Après, c'est une journée, somme toute, assez classique. On fait le point sur les dossiers, donc des points en équipe et ensuite des points, je dirais, en fonction de la com digitale ou de la com print, on sépare les équipes, il y a des points avec les graphistes. Moi, j'aime beaucoup aussi travailler avec les graphistes en direct, donc je suis souvent à l'écran aussi, à la maquette, parce que j'aime bien ça. Et puis j'écris aussi pour la newsletter, puisque on n'a pas de magazine municipal, mais on a une newsletter mensuelle, donc j'écris des articles avec un de mes collaborateurs. Et puis il y a toujours l'imprévu. Enfin voilà, ceci dit, le rythme quotidien du travail à Neuilly permet une grande régularité que dans d'autres postes c'était plus compliqué parce que c'était beaucoup plus trépidant. Mais il y a à Neuilly une forme de régularité. Voilà. Et puis il y a plein de choses à mettre en place. Enfin, je travaille actuellement pour faire des propositions sur tout ce qui est communication auprès des habitants, sur les travaux, la mise en place d'infos riverains. Revoir un peu la communication dans les mobiliers urbains, effectivement, pour tout ce qui est travaux. Donc, j'arrive à la fois à travailler sur des choses qui vont venir et sur l'immédiat de manière régulière et sereine. Alors, c'est pas plan-plan pour autant. Ce n'est pas plan-plan pour autant, du tout. Tu l'as évoqué à l'instant même, tu parlais des graphistes, tu as une JRI, tu as un community manager. Combien de personnes y a-t-il dans ton équipe et que font-ils? Alors, on l'a dit très vite fait, mais si tu peux rentrer un tout petit peu plus dans le détail, s'il te plaît, Béatrice. C'est une organisation assez classique, par métier, parce qu'on est sur, je trouve, une taille de ville où l'organisation par métier fonctionne encore. J'ai pas une organisation qui repose sur des chefs de projet, parce qu'on n'est pas sur une strate suffisamment importante pour le mener comme ça. Donc, il y a une partie de l'équipe qui est sur le digital, avec un responsable de la communication digitale, un community manager et une JRI, avec à chaque fois un mixte, un senior et des juniors. Voilà, il y a un pôle print également, donc où il y a trois graphistes, dont un alternant. Mais ils travaillent aussi pour le digital quand il faut former des cartouches, etc., ou des écrans d'attente. Et puis le service support qui est sur tout ce qui est les finances, les marchés publics, voilà, et qui est confié à mon adjointe. Donc voilà, une équipe somme toute très raisonnable par rapport à la taille de la ville. Ça fait une dizaine de personnes. C'est ça. Et il y a même quelqu'un qui s'occupe de l'imprimerie. Oui, parce que comme dans beaucoup de villes où il y a une imprimerie municipale en régie, l'imprimerie est souvent rattachée à la direction de la communication. Donc tu as largement de quoi produire. Tu as un vrai studio de création et de production dans ton service. Oui, c'est ça. Exactement. Donc tout est maîtrisé. Exactement. Eh bien, je dis absolument bravo, Béatrice. Tu disais en début de conversation que quand tu étais arrivée, tu étais allé sentir la ville, si je puis dire. Essayer de comprendre les habitants. Qui sont les habitants de Neuilly-sur-Seine? Je suis pas là pour faire dans la caricature, c'est tous des riches, des ci, ça, je m'en fiche. Mais comment ils sont? J'allais dire presque ces clients, parce que quelque part, on n'est pas dans le clientélisme, évidemment. Mais je voudrais que nos auditrices comprennent, et nos auditeurs, évidemment, comprennent que les citoyens, ceux qui font qu'on est en partie là, il faut les chouchouter, il faut s'en occuper parce que sinon, après, il peut se passer des choses un petit peu compliquées comme aujourd'hui. Donc, c'est qui les Neuilliens? Je dirais que le Neuillien, c'est un habitant d'une ville, c'est un usager à qui il faut raconter une histoire, à qui il faut susciter des émotions dans la communication. Donc, je ferai pas de distinction. Enfin, le métier, il est fait pour informer les habitants. Donc, je dirais après qu'on n'utilise pas forcément la même manière de communiquer sur des choses peut-être un peu plus léchées, un peu plus feutrées. Oui, évidemment, mais pour moi, mon métier, je le fais de la même manière, quelle que soit la vie dans laquelle j'exerce. L'idée que je me fais, c'est que je suis là pour apporter la meilleure information possible aux habitants de la ville pour laquelle je travaille. Ils sont satisfaits justement de cette information que tu leur apportes? Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faut le demander. Mais en tout cas, ça me paraît fondamental parce que je trouve génial chez les DIRCOM publics, c'est qu'ils ont un retour
très rapide de la part des habitants, de la part des citoyens. Et je trouve ça sensationnel parce que c'est très très rare quand on travaille dans le privé d'avoir un feedback des clients ou d'autres personnes. C'est très très rare. Et là, je trouve ça génial, ce côté extrêmement direct. Je trouve ça sensationnel. C'est quelque chose qui, toi, te parle et qui te plaît, ou au contraire, ça peut, à l'inverse, te faire un petit peu peur en te disant, je vais peut-être prendre des risques et je vais peut-être éviter d'en prendre justement pour pas me faire, entre guillemets, tenser. L'échelon communal, c'est celui que je préfère. On est vraiment connecté à la vie quotidienne, qu'on rencontre les habitants, et dans ces habitants, on va rencontrer des présidents d'associations, ceux qui font aussi les forces vives, la vie au quotidien. On va rencontrer des commerçants, on va rencontrer des jeunes, on va rencontrer des sportifs qui utilisent les infrastructures de la ville, qui utilisent les équipements. Et ça, on les rencontre quand on doit écrire des articles sur eux ou quand on est sur le terrain avec le maire ou le directeur de cabinet ou des élus. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend à les connaître. J'ai travaillé pour des élus qui étaient de vrais animaux politiques sur le terrain et qu'on sentait vraiment une envie de rencontrer la population. Avec Sylvain Berrios à Saint-Maur-des-Fossés, c'était une expérience extraordinaire. Le suivre sur le terrain, faut prendre une grande respiration et se dire qu'on est là pour quelques heures. Et je trouve que ça, c'est une très grande richesse dans notre métier. Et effectivement, si on rate une communication, si on n'a pas été clair, on va le savoir très rapidement. Alors, on le sait très rapidement aujourd'hui via les réseaux sociaux, parce que si tu fais un article ou une actu sur le site web ou si tu fais un post sur les réseaux sociaux et que c'est pas bien clair, tu vas l'avoir tout de suite, le retour dans le commentaire, mais c'est quoi votre truc ? Enfin, finalement, c'est à quelle heure, mais c'est où ? Parce qu'on comprend pas bien. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et ensuite, sur, je dirais, le magazine, ou comme tu le disais, sur l'affichage dans les mobiliers urbains, ça va être sur le terrain où tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire au maire, pas à toi, parce que moi je souhaite rester dans l'ombre et dans l'anonymat, mais il va dire, ah, votre affiche pour les compètes de sport, là, c'était bien. Bon, bah là, on se dit, ah, super, bah, on a bien bossé, on a atteint l'objectif. Et après, quand on dit, oh, bon, ouais, c'est pas terrible, votre truc, bon, bah, on se dit, on fera mieux la prochaine fois, voilà. Et sans se décourager. Sans se décourager. Mais je dirais, ça, c'est l'aspect événementiel, mais on teste aussi nos équipes et notre endurance sur des périodes plus compliquées qui peuvent être les périodes de crise, comme on a pu en vivre pendant le Covid. Enfin, le Covid, ça a duré tellement longtemps qu'à la fin, c'était même plus une com de crise, quoi. Et ou dans certaines villes qui sont impactées parce qu'on est à proximité d'un cours d'eau et qu'il y a effectivement ce risque qui existe. Et là, je trouve que c'est un exercice encore très différent et pour lequel, là, je pense que s'intéresser et aimer les gens est super important. Avant qu'on enregistre, tu me parlais de ton apprenti, qui est un jeune homme que tu as mis sur l'intelligence artificielle, que tu as mis sur l'IA. Il est chef de file IA à la com de la mairie de Neuilly. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de ça ? Parce que, de prime abord, on ne pense pas nécessairement Neuilly et IA. De quoi s'agit-il ? Explique-nous un petit peu les choses, s'il te plaît, sans rien dévoiler, bien entendu. Mais je trouve ça passionnant que justement une ville comme Neuilly, qui a ce cachet, on va dire, allez, un peu chic, c'est le cas de le dire, mais soit déjà sur la com avec l'IA. Je trouve ça génial. En fait, c'est une expérimentation. Au sein de la ville, la DSI a monté un groupe expérimentation de l'IA dans différents services, dans différentes directions. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai dit à mon collègue, moi j'aimerais bien que la direction de la communication fasse partie de ce groupe d'expérimentation IA dans la ville. Et justement alors, comment la DSI a-t-elle pris ça ? Eh bien très bien. En fait, il m'a dit oui spontanément, en me disant bah oui, dans ton domaine, effectivement, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est incontournable. Et ça s'est très bien passé. On a eu la chance qu'ils nous mettent les outils dont on avait besoin pour se lancer dans cette expérimentation tout de suite à disposition. Et j'ai fait le choix de nommer en fait un apprenti qui était sur un poste de graphiste comme pilote au sein de la direction pour l'expérimentation de l'intelligence artificielle. Donc avec un objectif déjà, c'est de voir ce qu'on peut faire avec, comment on peut l'utiliser et ce que ça peut nous apporter.
Donc il a animé son groupe avec les 2 autres graphistes avec un profil plus senior. Et en fait, on a choisi 3 dossiers sur lesquels on pourrait tenter la créa accompagnée avec l'IA. On a tenté une affiche de mobilier urbain pour une fête de quartier qui là touchait les habitants d'un quartier. On a tenté pour le prochain forum des sports qui se tiendra au mois de septembre et la fête de la musique. Puisque l'objectif, c'est d'utiliser en fait une identité visuelle qui soit propre à la ville pour la fête de la musique. Donc, on a travaillé comme ça avec des pistes très différentes. Et après, évidemment, il faut que ça passe le cap de la validation. Donc, sur la fête de quartier, on n'a pas retenu cette option-là. Pour la fête de la musique, oui. Il y avait un gros travail très, très intéressant de dessin aussi de la part du graphiste derrière. Et pour le forum des sports, on est encore en train de travailler dessus. C'est pas la solution à tout, bien au contraire. Pour l'instant, les choses sont encore trop stéréotypées et trop standardisées, même si les choses évoluent très vite. Et la patte des graphistes, pour moi, demeure très importante. Je suis très, très respectueuse, en fait, du travail de créa des graphistes. Ils ont souvent une très, très grande sensibilité. On les prend souvent pour des divas ou des princesses dans les services, mais moi, je pense qu'il faut le respecter parce que quand on fait le brief, celui qui derrière va faire que le projet va aller au bout, c'est quand même celui qui va dire « Tiens, si je partais dans cette piste-là ». Voilà. Donc, résultat de l'IA, oui, on est content. Gagner du temps, pas forcément. C'est ce que j'ai dit parce que toi qui adores écrire, toi qui écris, forcément on pense à ChatGPT. Alors on vient de faire un épisode, le 2 juillet vient de sortir un épisode justement le jour où on enregistre sur ChatGPT avec un super formateur qui est Sébastien Beaujeau et je vous invite à l'écouter sincèrement. Mais ChatGPT, il faut travailler parce qu'il va pas tout sortir, surtout à l'écrit, quand on fait de l'IA générative écrite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que tu viens de me le dire à l'instant même, ça fait pas tant gagner de temps pour le moment. Tu vois ça comment? Tu vois ça pour comme une sorte de super assistant à terme ou finalement tu vas tenir ça un petit peu loin, savoir t'en servir, mais bon, so what? Je formulerai, un avis professionnel et très personnel. Pour l'instant, nous, le groupe d'expérimentation, on l'a fait sur la partie créa, pas sur la partie écriture. Sur la partie créa, donc je l'ai dit, pour l'instant, non, on n'a pas gagné de temps et moi, je souhaite que les graphistes gardent quand même, la main sur ce qu'ils veulent faire. Sur la partie écriture, je vais évoquer ça d'emblée. Pour moi, il y aura une forme aussi de crainte contre laquelle je dois lutter, de perdre la main sur l'écriture. Parce que j'aime beaucoup écrire et donc écrire est quelque chose qui demande une réflexion. C'est un exercice très fatigant d'écrire. Quand on doit écrire un magazine municipal, enfin, je pense que mes collègues doivent partager ça. Quand on a fini le bouclage, on a une période de quelques jours où on est, comme on dit, rincé parce que écrire, c'est fatigant. Et écrire aussi, ça s'entraîne. Ça s'entraîne déjà en étant un bon lecteur, enfin, en tout cas pour la méthode qui est la mienne, je lis énormément. Et ensuite, ça demande aussi une technicité, dans nos métiers en tout cas, de maîtriser le champ lexical, la sémantique, la syntaxe. Et ça, je pense que ça s'exerce au quotidien. Moi, tous les jours, j'écris, même pour moi, à titre personnel, une dizaine de lignes que je reprends sur des sujets qui peuvent être extrêmement variés. Ça va être une scène que j'ai observée dans la rue, ça va être quelque chose que j'ai ressenti à titre personnel avec mes enfants ou dans ma famille, une situation de détresse que je peux avoir ressentie ou une satisfaction d'ordre professionnel sur un dossier qui s'est bien déroulé. Et je fais cette démarche d'écrire quotidiennement. Et l'intelligence artificielle pour l'écriture, moi je la concevrais plutôt effectivement comme étant un super assistant, parce qu'il y a quelquefois effectivement quand on fait nos exercices d'écriture, chercher la sémantique, chercher le champ lexical, ben là à un moment donné on cale, donc qu'est-ce qu'on fait, on va voir synonyme tel mot et pour nous aider. Et je pense que l'intelligence artificielle, je la concevrais plutôt comme ça, comme une espèce de
d'accompagnateurs qui pourraient remplacer effectivement le temps qu'on peut passer à regarder si on a utilisé le bon champ lexical, etc. Mais enfin, pour moi, pour l'instant, pas plus que ça. Peut-être parce que j'aime l'exercice d'écrire. Hein, donc, Le fait d'aimer écrire fait qu'on ne va pas se faire remplacer par ChatGPT ou quelque autre IA générative. Et justement, le gars que je citais, Sébastien Beaujeau, disait que ce ne serait pas, entre guillemets, un grand remplacement, mais un grand accompagnement. Et c'est exactement ce que tu viens de nous confirmer. Et c'est comme ça aussi que je vois, moi, l'intelligence artificielle. Tu l'as traité sur une générative en visuel. Peut-être que tu vas le traiter en IA générative à terme vidéo. Parce que ça aussi, ça prend de la place dans nos métiers de la communication. Mais je pense en effet qu'il y aura toujours besoin d'avoir des experts, c'est-à-dire quelqu'un qui adore écrire, quelqu'un qui sait faire du design graphique, quelqu'un qui sait faire des photos, qui sait faire de la vidéo, pour faire avancer Schmilblick, parce que sinon, on va faire exactement comme tout le monde. Et ça n'a aucun intérêt, parce que je rappelle que notre objectif dans la communication, c'est de faire en sorte de ne pas ressembler à nos copains d'à côté ou d'en face. Exactement. On a tous un style d'écriture qui nous est propre. Et je pense qu'effectivement, dans l'IA, ce qui me paraît aujourd'hui très intéressant, c'est de savoir effectivement maîtriser ce qu'on va lui demander, c'est-à-dire faire l'entonnoir, le filtre de ce qu'on va lui demander de produire. Je prends un exemple. L'année dernière, avec ce jeune graphiste, on a travaillé sur une affiche pour une exposition sur l'histoire du vélo. Et le cœur de l'exposition était quand même consacré, je dirais, à toute cette effervescence du vélo au début du siècle. Et le service culture nous avait donné une très belle photo de quatre jeunes femmes sur des vélos prêtes à partir pour une espèce de course qui était moitié une course de vélo, moitié une course d'élégance. Et en fait, on a fait un travail de recherche comme on doit le faire à chaque fois qu'on fait une créa, c'est-à-dire sur l'époque, sur l'ambiance, etc. Donc, on est parti à aller dans, effectivement, les catalogues d'échantillons de couleurs des fabricants de cycles à l'époque, tous des échantillons de couleurs de la mode féminine sur cette époque. Et on a tout étalé et on s'est dit, bah oui, ça, les codes couleurs du vélo, évidemment, le jaune, ça, on n'apprend rien. Et en fait, on s'est imprégné de tout ça avant de commencer à travailler. Ça nous a demandé un travail, je dirais, important. Et si on s'accompagne de l'IA, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse exactement la même démarche, mais en sachant cibler les mots-clés, les mots qui collent à l'époque pour que on ait déjà une première image générée qui corresponde à ce qu'on recherche. Donc c'est ce travail qui est intéressant en fait, et ça oblige à sortir de sa zone de confort. On va pas dire voilà, crée-moi une affiche où il y aura une cycliste des années 20. Ça ne suffit absolument pas, parce que il faut derrière maîtriser complètement ce qu'est une cycliste des années 20. Donc ce travail qu'on aurait dû faire en créa graphique, je dirais traditionnel, on va le faire avec l'IA, mais pour mettre dans l'entonnoir et le filtre les plus fins possible pour arriver au résultat le plus proche de ce qu'on espère. C'est là qu'on voit que tu es une DIRCOM qui connaît réellement l'intelligence artificielle. Ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il faut avoir quelque part la matière de la cervelle avant de la demander, ou en tout cas, au lieu d'espérer, que l'IA fasse tout à notre place. Donc, je te dis bravo. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet qui m'a, moi, toujours beaucoup intrigué. Il n'y a pas d'autre terme, Béatrice. Travailler avec un maire, un homme ou une femme, qu'importe, des élus, pardonne-moi, c'est aussi travailler avec un DIRCAB, avec un cabinet. Comment tu fais? Parce que je me suis toujours dit que ça doit être très difficile d'être DIRCOM, avoir peut-être la DGS, la Direction Générale des Services, et le cabinet qui va pas faire front contre toi, c'est pas ça, c'est pas l'idée, mais ça doit être compliqué parfois de les convaincre. Comment ça se passe au quotidien et comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu as une très très belle expérience. Raconte-nous tout ça, parce que je trouve ça génial. Tu parlais de Saint-Maur, la DIRCAB t'avait donné une feuille de route méga claire. Je ne sais pas ce dont il retourne à Neuilly, mais explique-nous comment ça marche, parce que là, on est vraiment dans les arcanes de la communication politique, communication publique. Ça, je trouve ça formidable, parce que je ne connais pas ça du tout. Donc là, je suis tout oui, et nos auditrices et auditeurs aussi. Alors en fait, le premier DIRCAB avec qui j'ai travaillé, je pense que c'est lui qui m'a tout appris sur l'articulation DIRCAB-DIRCOM. C'est quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'expérience, qui était d'ailleurs en fin de carrière. J'ai eu la chance de travailler à peu près 1 an avec lui, ça remonte à très longtemps maintenant.
il avait à la fois la sagesse, la sérénité par rapport à cet esprit que je pouvais avoir très fougueux, et notamment sur les épisodes de validation, hein, qui pouvaient être des fois un peu crispants parce que j'avais un patron qui était pas simple. Et en fait, c'est là où il m'a appris, c'est-à-dire à mettre du champ, savoir mettre du champ, et puis comment articuler la relation entre le DIRCAB et le DIRCOM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire savoir mettre du champ ? Savoir mettre du champ, c'est-à-dire que on peut avoir en début de carrière, en fait, la fougue de la jeunesse et le défaut de faire la confusion, de prendre pour soi le refus d'un chantier. Ne jamais faire ça. Enfin, voilà, c'est toujours un travail, hein, qui est présenté, hein, donc voilà. Et il m'a vraiment tout appris. C'était vraiment quelqu'un. Oui, je pense que c'est un peu, je dirais, le mentor. Et par la suite, j'ai eu la chance. Je pense que c'est une chance de rencontrer des directeurs de cabinet avec qui il y a eu une entente et pour certains une très grande complicité. Et ça s'est globalement toujours bien passé. Avec des gens qui étaient brillants, qui apportaient en fait la commande et les contraintes du livrable. Et j'avais toujours soin de demander la contrainte et les livrables incontournables. Et il te répondait. Et il me répondait. Et on gagne du temps. Et il faut oser, en fait, ce rapport-là avec le directeur de cabinet. C'est pas un binôme. Un DIRCOM, DIRCAB n'est pas un binôme, c'est une équipe. Parce qu'un binôme, ça voudrait dire qu'on fait la même chose pour moi. Enfin voilà. Or, on fait pas du tout la même chose. Et pour moi, c'est une équipe. On se sert mutuellement, en fait. Le DIRCOM ne peut pas exister si le DIRCAB ne lui apporte pas la matière sur laquelle il va devoir travailler. Et le DIRCAB a besoin du DIRCOM pour lui donner la meilleure stratégie et les meilleurs outils possibles. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une vision un peu, je dirais, idyllique, mais j'ai eu la chance de travailler avec des directeurs de cabinet qui ont toujours été respectueux et à l'écoute des propositions qu'on pouvait faire. Hommes ou femmes d'ailleurs, certains sont devenus des amis, hein, parce que j'ai fait des rotations de postes, mais comme je suis quelqu'un de très fidèle et de très loyal, en fait, j'ai gardé des bons rapports avec tous mes précédents DIRCAB et tous mes précédents patrons même, hein, donc que j'ai la chance de pouvoir continuer à voir de temps en temps, donc et j'en tire un grand plaisir, en fait, dans cette carrière. J'aime pas ce mot, mais dans ces multiples rencontres, parce que effectivement, comme tu le disais, ce duo DIRCAB-DIRCOM, c'est aussi la clé du succès, quoi. Et il faut que ça marche bien. Donc, j'ai eu la chance, oui, vraiment de rencontrer des DIRCAB et même de vivre, en fait, un changement de directeur de cabinet, ce qui est un exercice un peu compliqué parce que on a une habitude de travailler en étroite collaboration, puis à la fin, on se comprend tellement qu'on n'a même pas forcément besoin de se parler pour savoir ce qu'il faut produire. Et quand on vit un changement de DIRCAB, et ça s'est très bien passé. Donc, enfin voilà, je pourrais les saluer tous si j'en ai l'autorisation. David Père à Sucy-en-Brie, Aurélie Collat à Saint-Maur, Lohan Santiago aussi à Saint-Maur-des-Fossés, Agnès dans une expérience plus ancienne. Voilà, enfin c'est vraiment des gens avec qui je suis restée toujours... des rapports professionnels et pour certains qui sont devenus des amis et des rapports personnels, oui. C'est là qu'on s'aperçoit que tu aimes les gens, tout simplement. Ça ne m'étonne absolument pas de toi. Béatrice, au vu de ta très très belle carrière que tu as fait en municipalité ou en commune, appelez ça comme vous voulez, comment ça se passe avec monsieur ou madame le maire ? Parce que on est DIRCOM, on fait pas n'importe quel métier. Alors on doit évidemment faire en sorte que ça marche, tu l'as dit à l'instant même, avec le DIRCAB ou la DIRCAB, forcément, ça fait partie du jeu. Mais avec l'élu, comment ça se passe ? Comment tu as géré ça, toi ? C'est très différent d'un poste à l'autre, en fait. C'est très différent en fonction du rattachement dans l'organisation de la collectivité. La plupart du temps, on est rattaché au directeur général des services, hein, qui est le N+1, mais on travaille quotidiennement. Et ça dépend vraiment des postes et ça dépend vraiment, je pense, des personnalités et du directeur général des services et du maire. Donc, ce qui conduit quelquefois le DIRCOM à devoir être très prudent pour pas devenir schizophrène, hein, parce que
on doit communiquer à la fois sur des commandes qui viennent du DGS, mais aussi sur des commandes qui viennent du maire, donc du cabinet. Je dirais c'est très différent. Les villes où on a un rattachement, je dirais, au quotidien avec le cabinet, le maire, on le voit tous les jours. On peut aller avec lui sur le terrain, sur des manifestations. Donc, il y a vraiment, quelque chose de tenu, de très fort. Et puis, il y a des postes où le DIRCOM est plutôt rattaché à l'administration. Et dans ce cas-là, le lien avec le maire est plus distant, moins évident. On s'adapte, hein. Moi je m'adapte aux deux situations. Je dirais pour revenir sur ce que je disais au début, c'est qu'en fait ce métier c'est des rencontres, et c'est des rencontres effectivement avec un élu, la confiance accordée, la loyauté, la fidélité. Mais c'est aussi une rencontre avec effectivement un DIRCAP, c'est une rencontre avec un DGS et une administration, et avec une équipe. Donc il faut savoir au quotidien concilier en fait avec tout ça. Mais justement, comment tu fais, Béatrice? Parce que concilier avec autant de gens, en tout cas s'adapter tout simplement à autant de commandes, tu disais, il y a de quoi devenir un petit peu fou. Comment tu as fait? Parce que ça doit être absolument passionnant. Je pense que c'est sensationnel. Moi, ça me conviendrait parfaitement, mais il y a des gens auxquels ça peut faire peur. Être un peu partout, comme ça. Comment tu fais? Comment tu réussis à concilier tout ça, toi? Je pense que j'aurais peut-être du mal à l'expliquer. Peut-être qu'il faut avoir aussi le sens des priorités. Quand les chantiers qui arrivent dans les directions, mais ça, je pense que ça me paraît tellement évident. Tout ne relève pas du même degré d'urgence et du même niveau de priorité. Il y a des chantiers, oui, et puis il faut de temps en temps calmer aussi les ardeurs de communication des services. Ils passent leurs commandes, ils ont juste oublié que, en fait, il fallait juste qu'ils nous disent ce qu'ils vont faire et que nous, ensuite, on allait être prescripteurs d'une stratégie et des outils à utiliser. Tout ça étant proportionnel au contenu qu'ils ont à communiquer, parce que on doit effectivement, comme pour plagier Frédéric Fougera, la com est un métier. Or, ils ont tous un avis sur la communication. Donc, c'est le côté effectivement un peu difficile dans nos métiers de rappeler à la raison en disant écoutez, oui, vous avez un avis, mais nous, c'est notre métier. Donc, dites-nous, donnez-nous votre contenu. Et puis ensuite, nous, on va vous proposer quelque chose. Et c'est là où, en fait, on se fait pas forcément des copains au quotidien. Voilà. Parce que il faut des fois dire, non, quoi, ton truc où il y a rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on communique là-dessus? Et justement, il n'y a pas de sens à le faire. Mais justement, comment tu fais, Béatrice, dans ces cas-là? Parce que là, tu vas faire quelques désagréments, tu vas créer un peu de frustration, voire de l'énervement, voire de l'agacement. Comment tu fais? On dit non. C'est aussi simple que ça. On dit non, c'est aussi simple que ça. Et je dirais, je reviens à mon premier directeur de cabinet qui m'avait dit écoutez, Béatrice, on n'est pas là pour être aimé, on est là pour travailler. C'est clair. Et c'est quelque chose que je dois dire au moins 2 fois par semaine. Donc, effectivement, on est là pour fournir, je dirais, un travail et accompagner au mieux les services et donner la meilleure solution. C'est tellement facile de flatter les bas instincts et de dire oui, je vais te le faire, etc. Et puis de faire un truc nul. Résultat, ça n'apporte ni satisfaction à l'usager. Et puis soi-même, professionnellement, est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait un truc bien? Et le collègue, qu'est-ce que ça va lui avoir apporté? Donc, finalement, c'est peut-être ça la définition d'être raisonnable, en fait. Justement, quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la com? Parce que, tu le disais hors antenne, tu as beaucoup formé, en tout cas tu as beaucoup développé, comme on dit dans certaines entreprises, des jeunes, parce que tu aimes ça, tu as cette appétence-là. Quel conseil tu donnes à nos jeunes ou à nos moins jeunes qui veulent se lancer dans nos magnifiques métiers que nous avons? Alors moi, je ne peux parler que de la communication publique en collectivité. Mais j'irais, venez, rejoignez-nous. Les jeunes ont une fausse image de ce qu'est la communication en collectivité. C'est une communication qui est extrêmement riche, où on ne fait jamais la même chose, parce qu'il se passe tous les jours, il se passe quelque chose de différent dans une ville. Tous les jours, il y a des services qui font preuve de créativité, d'agilité pour créer des choses pour les habitants. Et nous, derrière, ça nous demande, nous aussi, d'être agiles et créatifs pour imaginer des stratégies et des outils de communication pour porter les projets. Donc, rejoignez-nous. C'est un magnifique corps de métier, oui. Et puis, c'est vivant.
Je tiens à le rappeler aux jeunes qui nous écoutent. Là, je m'adresse particulièrement à eux. La communication publique n'est pas une communication de seconde zone. C'est plutôt la Ligue des champions. Je tiens à vous le dire. C'est complexe. Tu viens de nous l'expliquer, Béatrice. Il faut savoir composer. Et je trouve ça sensationnel parce que sinon, c'est très monotone et très pénible et voire monocorde. Et ne l'oubliez pas, vous n'avez pas d'image de la com publique malheureusement, parce que malheureusement, il y a rarement de très très belles campagnes. Je suis désolé, mais je vais encore taper sur beaucoup de gens, mais non, ça n'est que très rarement beau. À Neuilly, ça se bouge bien, donc ça j'en suis ravi. À Saint-Maur, que je connais encore mieux, ça se bouge créativement et graphiquement parlant, donc je dis bravo. Mais chers jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, vous connaissez pas la com publique, donc venez essayer, vous serez surpris. L'essayer, c'est l'adopter. On est d'accord, Béatrice? C'est exactement ça. L'essayer, c'est l'adopter et on a envie d'y rester. Et de tous les jeunes que j'ai pu avoir, ils ont fait des belles carrières. Et ben voilà, donc tout est dit. Donc vous n'avez pas d'image de la com publique, c'est en partie de sa faute, mais quelque part vous allez pouvoir faire bouger les choses. Donc allez-y, on n'est pas obligé de penser qu'au luxe ou à vendre des sneakers, c'est-à-dire des baskets, c'est magnifique. Mais la com publique, c'est être au service des citoyens. Et croyez-moi, dans la période que nous vivons, nous autres Français en avons besoin. Béatrice, j'ai une dernière question. Elle est beaucoup plus personnelle. Quand on discutait avant de se rencontrer, tu m'as dit un truc qui m'a choqué au bon sens du terme. J'essaie de parler comme un jeune, tu vois. Tu nous disais que tu avais fait de la culture, que tu t'étais occupé de culture et ça se sent. Que tu aimes la culture, tu disais être une grande lectrice, tu dévorais, que tu écrivais tous les jours au quotidien, que tu aimes être à la maquette, être avec les créatifs. Et ça, je pense que nos auditrices et auditeurs l'ont compris. Mais tu me disais que tu aimais autant la musique classique que Deep Purple ou Black Sabbath. Mais d'où ça nous vient tout ça? Je trouve ça génial. Je suis moins musique classique que Purple ou Sabbath, mais d'où ça devient ça? Comment se fait-il, madame la directrice de la communication? J'ai des goûts effectivement très éclectiques. Peut-être parce que je suis sensible à l'émotion. Et que effectivement, à la fois, je dirais, dans les arts plastiques, je peux être vraiment très émue et très touchée d'une toile ou d'une sculpture, et aussi sur l'écoute musicale. Donc, effectivement, écouter le Stabat Mater de Vivaldi ou particulièrement le Nisi Dominus de Vivaldi, mais en même temps écouter Child in Time dans les transports en venant le matin, ou me dire allez, t'as un coup de mou, donc dans mes écouteurs je vais me mettre à School de Supertramp, effectivement, ou me dire un petit coup de Touch Too Much de AC/DC pour grimper les escaliers de la station Étoile. Bah ouais, ça m'aide. Donc effectivement, je peux avoir des goûts très très éclectiques, mais je pense que faut pas s'enfermer dans un genre, parce que sinon la vie devient triste en fait. Oui, on peut le dire très clairement, sinon on s'emmerde royalement et ça n'a aucun intérêt. Bon, Béatrice, c'était absolument sensationnel, je te remercie. Je comprenais, chers auditrices et auditeurs, que lorsqu'on dit Neuilly-sur-Seine, la ville des Bourges, blablabla, eh ben non, on a une DIRCOM depuis bientôt 1 an et demi qui est ultra rock'n'roll. Rock'n'roll, ça veut pas dire avoir les cheveux en pétard, pas du tout, ça veut pas dire être mal rasé ou ultra tatoué. Bon, côté rasage, évidemment, ce n'est pas le cas de Béatrice, vous avez compris, c'est une femme, mais comprenez que justement, il y a des DIRCOM extrêmement rock'n'roll au bon sens du terme et au meilleur sens du terme, qui travaillent dans des villes extrêmement luxe et magnifiques comme Neuilly-sur-Seine. Donc, je crois que tu viens de démystifier la com publique, tu viens de démystifier entre guillemets pour nos auditrices et auditeurs. Et on est écouté aussi partout à travers le monde, dont l'Afrique. Donc comprenez, chers auditrices et auditeurs, que il y a une DIRCOM hyper rock'n'roll à Neuilly-sur-Seine. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? C'est magnifique. Donc merci Béatrice, c'était génial. Merci à toi. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une épée, comme je le dis à chaque fois, une vraie DIRCOM badass. Oui, parce que c'est ça, la mini-série badass. Eh bien, ce sont des femmes qui vous montrent qu'il faut savoir s'adapter, qu'il faut aimer les gens. Mon Dieu, dans notre métier, putain, si on n'aime pas les gens, dans ces cas-là, on ne le fait pas, on devient comptable. C'est un beau métier, mais c'est pas tout à fait le même que la communication, même s'il faut savoir compter budgétairement parlant. Nous sommes d'accord, Béatrice? Exactement. Mais en tout cas, comprenez que la com publique, c'est sensationnel. Vous venez d'entendre Béatrice, qui est une DIRCOM géniale et qui est là où on ne l'attend pas,
Donc c'est ça. Donc laissez-vous surprendre et puis surprenez-nous. Allez, postulez et puis lancez-vous dans la communication publique. Vous verrez, vous rencontrerez plein d'autres badass, que ce soit des hommes ou des femmes, comme Béatrice. Béatrice, je me permets de te faire un très gros bisou, c'était génial, merci à toi. Merci, au revoir. Ciao, ciao.